Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, cap sur la Côte d'Ivoire à la rencontre d'un artiste qui transforme les déchets électroniques en véritables œuvres d'art. À travers cette démarche qu'il qualifie d'écologique, artistique et politique, il cherche à éveiller les consciences face à l'urgence environnementale posée par les e-déchets, aussi bien dans son pays que sur l'ensemble du continent africain. L'équipe de Croissance Verte l'a suivi le temps d'une journée dans son processus créatif, un portrait édifiant à suivre dans quelques instants. Et pour aller plus loin dans notre réflexion sur l'alliance entre l'art et l'écologie, mais aussi sur les défis liés à la gestion des déchets électroniques, nous sommes avec Monsieur Amadou Moustapha Diallo. Vous êtes ingénieur à la direction de la planification et du développement durable de la ville de Dakar et secrétaire CRAC, le club de réflexion et d'action citoyenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur cette émission. Merci Monsieur Diallo. Et tout de suite, retrouvons Noam Karsinkati, Fatou Cissé et Bachir Yazbodian en Côte d'Ivoire à la rencontre d'un artiste exceptionnel et écologique. Chaque année, le pays produit environ 1500 tonnes de déchets électroniques, auxquels s'ajoutent les importations venues d'Occident. Seule une minorité de ces déchets électroniques est traitée par des structures spécialisées, tandis que le reste est abandonné dans les décharges, les casses ou brûlé à l'air libre. Parmi ces déchets électroniques qui polluent notre environnement se trouve un trésor pour nous désirer, le téléphone portable. Avec sa petite équipe, il a décidé de donner une seconde vie au téléphone portable usagé avec une participation collective des communautés. Je me rappelle que quand j'étais en deuxième année au Beaux-Arts, je faisais uniquement la table avec la peinture, tout ça, mais à un moment donné, je dis, mais bon, écoute, vraiment, comment faire pour me sentir vraiment comme un artiste contemporain et vraiment avoir ma place vraiment dans cette société-là qui est vraiment assez de plus en plus compliquée. Et vraiment, il y a tellement d'artistes talentueux dans le monde qu'on ne peut même pas les compter. Donc, du coup, il dit, ben, si je fais quelque chose de pareil, identique aux autres, je n'aurai pas une personnalité propre à moi et je n'aurai pas une signature propre à moi. Donc, du coup, il dit, bon, si je travaille avec des téléphones, quand je fais des recherches, j'ai vu que personne ne faisait ça à l'époque. Et il dit, bon, pourquoi ne pas insérer ça dans la peinture que je faisais avant? Donc, j'essaie de décomposer, essayer de recycler, aller dans les petits quartiers. Au début, j'étais seul. C'était assez compliqué, je ne gagnais pas beaucoup, mais j'ai dit, mais pourquoi ne pas mettre en place une équipe, essayer de recycler, aller dans les endroits pour aller ramasser tout ça. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et, depuis, j'ai plus de téléphones, il y a des milliers de téléphones que j'ai pu recycler depuis. Mais il y a les particuliers qui nous appellent parce qu'ils ont vu qu'au lieu de jeter, nous on vient quand on récupère les téléphones, on leur remet quelque chose en retour. Donc ça les motive, ça les encourage à garder tous ces téléphones qu'ils ont. Et puis voilà, on a un contact qu'on donne à chaque fois qu'on va dans les quartiers. Donc quand ils ont un téléphone, ils nous appellent, on récupère tout ça. Donc ça fait que tout le monde participe aujourd'hui à ce mouvement-là. Donc moi, ça me fait toujours plaisir quoi, de faire participer la population et c'est que le faire prendre conscience à cette population-là. Donc ça prend plus d'ampleur, quoi. Le jeune artiste utilise les claviers de téléphone pour dessiner des silhouettes humaines qu'il insère dans des décors urbains réalistes, des portraits et hauts en couleurs. La démarche résolument écologique n'en est pas moins esthétique, offrant des reliefs originaux et un regard tout à fait plaisant sur les rues de Dakar ou du quartier commercial d'Adjamé à Abidjan. Là, j'ai fait un portrait d'un grand collectionneur. Et voilà, donc j'essaie de vraiment faire sortir l'expression du visage à travers les couleurs, les claviers, les formes, tout ça. Donc après le résultat final, ça va donner vraiment, ça va se dégager à travers les piliers et les formes. Donc on aura vraiment l'expression du visage et les détails possibles. Donc actuellement, je travaille sur les détails pour vraiment faire ressortir au visage. Sortie des Beaux-Arts, la scène artistique internationale lui ouvre grand ses portes. Exposition collective en Côte d'Ivoire,
au Maroc et en Belgique. Né en octobre 1994 à Puyo, en Côte d'Ivoire, Mounou porte en lui la lumière de l'enfance et la gravité du monde adulte. Bientôt, il sera compté parmi les figures les plus importantes de la peinture contemporaine ivoirienne. L'artiste est attentif à la beauté cachée dans les marges de la société. Sur ses œuvres, on distingue des enfants joueurs, des femmes au marché, des travailleurs fatigués. Les couleurs éclatent, les reliefs surprennent et l'on sent dans chaque tableau la pulsation d'une ville, la chaleur d'une communauté, la fragilité d'une existence. Les gens se retrouvent dedans parce que ce sont les choses d'ici que je peins. Donc chacun se retrouve dans mes toiles et les gens apprécient beaucoup. Tout ça, c'est original et assez unique. Donc ça me motive toujours à donner le meilleur de moi et je m'inspire de tout ce qui est d'actualité, tout ce qui m'interpelle. Donc voilà, donc j'essaie de vraiment travailler sur les scènes africaines et les scènes qui font partie de ma vie, de mon quotidien. Donc c'est un peu ça ma source d'inspiration. Voilà, ça c'est le message que porte la toile, ça dépend. Je peux travailler sur une série, tu mets en valeur la femme, je peux travailler sur une série qui parle d'inondation, je travaille aussi souvent sur des séries qui parlent de la violence faite aux enfants, le travail forcé, le mariage forcé. Ça dépend en fait de l'inspiration et de ce que je veux apporter ou véhiculer. Donc c'est un peu ça, quoi. Il n'y a pas un sujet fixe, il n'y a pas un thème fixe pour dire je travaille uniquement sur ce thème-là et puis après voilà. Parce qu'il faut penser à tout le monde quand tu fais tes toiles. Il y a les gens qui n'aiment pas les scènes de violence. Donc du coup, il faut penser aussi à les scènes de joie, les scènes d'études. Donc il y a tout. Il y a les portraits, il y a les scènes de vie. Donc je me sens plus à l'aise dans ce processus-là. Pour un petit tableau, pour un tout petit tableau, un minimum 150 téléphones. Un tout petit tableau. Son atelier est un poème en désordre où s'entassent des claviers de téléphone usagés, des écrans brisés, des fragments de technologie abandonnés. Ici, la pauvreté matérielle devient une richesse créative. Chaque déchet électronique est une promesse de renaissance. Il s'exprime à travers ces tableaux. Dans l'univers de Mounou, le recyclage devient upcycling, élévation poétique de l'objet modeste. Concernant le choix des couleurs, en fait, c'est en fonction des résultats recherchés. Moi, je sais déjà, j'ai une idée de ce que je veux obtenir comme résultat. Donc, du coup, en fonction de ça, que j'essaie d'agencer des couleurs pour vraiment faire ressortir ce résultat-là. Sinon, bon, le reste, c'est le côté un peu mystérieux du travail, quoi. Mais ben, à la fin, moi, je sais déjà ce que ça va donner. Parce que y déjà une vision et une idée claire que j'essaie de vraiment donner forme à ça. Hypersensible à la cause environnementale, Mounou transforme la problématique des e-déchets en Côte d'Ivoire en geste artistique et politique. L'artiste, en recyclant ses objets, redonne à l'Occident ses propres rebuts, sublimés en œuvres d'art exposées à Paris, Londres ou Bruxelles. Chaque touche de clavier porte la trace d'une vie, d'un mot, d'un espoir ou d'une détresse. L'artiste ne se contente pas de dénoncer la déshumanisation par la technologie, il la transcende en révélant la beauté cachée dans l'oubli, la tendresse dans la ruine. Quand tu fais un tableau, il faut que chaque personne se retrouve dans ce que tu fais. Que ce soit un Asiatique, un Européen, un Africain. Donc, je tiens compte de chaque détail dans ce que je fais. Donc, chacun de nous se retrouve dans mes toiles. C'est ce qui est le plus important. Le public européen a vraiment aimé et s'est senti vraiment concerné, s'est senti touché parce qu'aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on parle de protection de la planète, sauver la planète, l'environnement et tout ça. Puis, donc, quand les gens voient ça, automatiquement, voilà, ils se ressentent dedans, se sentent impliqués. Et puis, tous ces téléphones que j'utilise sont les téléphones qui ont appartenu à ces personnes-là. Donc, du coup, je pense que chacun de nous voit à travers ce que je fais, son vieux téléphone ou son truc qu'il a utilisé. Et puis voilà, donc ça impressionne toujours et puis ça motive aussi. Déjà, si tu as déjà l'idée,
Je pense que le plus important, le plus difficile dans ça, c'est l'idée. L'idée est déjà là, moi, les écrans tactiles, peu importe. Même si je me donne n'importe quelle chose, je vais pouvoir composer avec. Donc, les écrans tactiles, c'est facilement parce que c'est pas aussi compliqué. Parce que j'essaie déjà plusieurs fois à faire ça et avant de passer à la réalisation, j'ai déjà eu une idée. Une idée m'a permis aujourd'hui d'insérer tout ça. Donc ça va composer aussi pour que ça rentre dans l'ambiance et puis l'harmonie. Donc voilà, donc ça va quoi. J'insère ça facilement. De près, on ne voit qu'un patchwork de touches, un chaos abstrait. Mais au fur et à mesure que l'on recule, des formes humaines émergent, des scènes urbaines se dessinent, pleines de vie et de couleurs. C'est la magie de la distance, le mystère du regard. Ce qui semblait déchet devient visage, histoire, mémoire. Non, sur cette terre, c'est d'être le meilleur dans tout ce qu'on fait. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aller plus loin, d'explorer dans les grands musées, dans les grands coins, participer à les grands foires. Et voilà, des foires, tout ça. Après, voilà, c'est personnel, tu vois. Et si aujourd'hui, j'arrive au niveau que je veux, où mes jeux sont exposés dans les musées et tout ça, moi, ça me motive, ça me fait plaisir parce que à la longue, on ne verra plus le téléphone avec les touches et tout ça. Les enfants qui viendront dans 10 ans, 20 ans, verront ça chez eux, tout ça, ça sera vraiment aussi de l'histoire aussi. Et voilà, donc... Mono Désiré est plus qu'un artiste, c'est un passeur. Il relie des mondes, des matières ainsi que des hommes. Son œuvre est un acte de foi dans la capacité de l'art à transformer le réel, à donner une seconde vie à ce que l'on croyait perdu. Dans le bruissement des touches usées, dans la lumière des couleurs retrouvées, c'est toute la poésie du monde qui renaît, fragile et puissante, sous le regard de Mono. Une cause noble dans la lutte contre l'urgence climatique. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte après ce beau reportage en Côte d'Ivoire et nous sommes avec monsieur Moustapha Diallo, ingénieur à la direction de la planification et du développement durable de la ville de Dakar et secrétaire général CRAC, le club de réflexion et d'action citoyenne. Monsieur Diallo, tout d'abord un mot sur ce reportage et surtout sur comment vous percevez l'impact de l'art de Mono Désiré Kouafi dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Merci beaucoup, monsieur Alexis. Après avoir visualisé l'image, la vidéo, je vois un jeune talentueux et un jeune engagé qui associe les deux, l'art et l'innovation. Et donc, c'est à encourager, c'est à manifester. Et c'est vraiment une des initiatives qu'on doit valoriser pour montrer le talent cassé des Africains. Pensez-vous que l'art peut être un vecteur efficace pour mobiliser l'opinion publique sur les questions écologiques? Oui, absolument. Vous venez de constater la vidéo qui montre vraiment l'art peut jouer pour mobiliser la société, la population à adopter, à épouser les enjeux environnementaux et à prendre part sur les enjeux environnementaux. Mais aussi, on voit que l'art est un vecteur de communication qui peut vraiment impacter, car l'Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est des peuples trop sensibles sur ce qu'on voit, ce qu'on écoute, et l'art peut vraiment montrer la voie pour qu'on prenne en conscience sur les enjeux environnementaux. En parlant de communication, en quoi une approche artistique diffère-t-elle des campagnes traditionnelles de sensibilisation environnementale? En tout cas, moi, je le trouve comme une solution alternative. On voit souvent la communication, la sensibilisation traditionnelle qui est axée sur les rapports, les graphiques, alors que l'art est une approche alternative qui permet vraiment, qui est subjective d'abord et qui véhicule, qui associe l'utilité et l'agréable, mais aussi qui permet vraiment de véhiculer un message fort à travers des déchets qu'on pense
perdu, mais qui permet De recycler, c'est une forme de recyclage. Oui, effectivement. Vous, en tant que secrétaire général du club de réflexion et d'action citoyenne, est-ce que vous utilisez l'art dans vos activités de sensibilisation sur la pollution et le recyclage? Effectivement, nous utilisons le plus souvent l'art à travers les artistes comédiens qui impactent beaucoup, mais aussi à travers les artistes musiciens qui véhiculent des messages. Et aussi, au niveau des écoles, on a un projet qui s'appelle l'initiative Zéro déchet. Et cette initiative Zéro déchet permet aussi de faire des peintures au niveau des murs pour véhiculer des messages forts. Ça permet de sensibiliser et de permettre de toucher la sensibilité des jeunes pour qu'ils prennent en compte les enjeux environnementaux et la gestion des déchets. On octroie aussi des poubelles pour sensibiliser ces jeunes-là, pour leur montrer qu'aujourd'hui, Et ces poubelles sont aussi décorées, il y a une forme... les communications, des arts et tout ça, pour véhiculer un message, parce que que l'art est un vecteur de communication très fort qui touche le maximum des populations. Moustapha Diallo, vous êtes également ingénieur à la direction de la planification et du développement durable de la ville de Dakar. Quelles sont les missions de cette direction? Merci beaucoup. La direction de la planification a comme mission régalienne de la conception, la programmation et la planification en matière d'organisation, planification économique, sociale et environnementale. Sur ce, la direction est conçue en 4 divisions pour vous montrer que la prise en charge de l'aspect environnemental. Il y a la division chargée de l'environnement, la division chargée des statistiques et de planification, la division de la promotion des activités économiques au niveau de Dakar, mais aussi la division de la logistique et du personnel. La division consacrée à l'environnement, quelles sont les différentes activités dans le cadre de la protection de l'environnement menées par cette direction? Aujourd'hui, il faut noter que la ville de Dakar fait partie l'une des premières communes ou des collectivités qui a élaboré ce qu'on appelle le plan territorial, PCT, plan climat énergie territorial, qui est un document de planification, mais aussi qui a un document de planification, mais aussi opérationnel. Il a comme 22 actions prioritaires, 9 pour les actions d'atténuation et 11 pour des actions d'adaptation, mais aussi 3 pour des actions mixtes. Aujourd'hui, on est bientôt de la journée de l'environnement. La direction organise souvent des journées de l'environnement pour sensibiliser surtout les jeunes au niveau des écoles. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé cette cap. On organise des semaines d'environnement, voire même le mois d'environnement pour vraiment montrer l'importance de prendre en compte l'aspect environnemental et la gestion des déchets au niveau de la ville de Dakar. Au niveau de cette direction, vous avez également développé une activité de promotion de l'entrepreneuriat vert par la promotion de start-up spécialisées dans des solutions vertes. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, effectivement, la ville de Dakar, au niveau de la direction de la planification, mais aussi au niveau du fonds de développement de la solidarité municipale, organise souvent des initiatives pour encourager les start-up qui prennent en compte l'aspect environnemental. Et sur cette situation-là, on les accompagne, on les formalise et on les finance. Et souvent c'est des jeunes engagés qui mettent l'accent sur l'art et l'environnement. En tant que secrétaire donc général du club de réflexion et d'action citoyenne, selon vous, quels sont les plus grands problèmes que rencontrent nos villes africaines, comme Dakar par exemple, dans la gestion des déchets électroniques? Aujourd'hui, il faut noter que la gestion des déchets relève de l'État. C'est des compétences maintenant qui sont dévolues à l'État. Avant, c'était par exemple au niveau de Dakar, la ville de Dakar gérait la gestion des déchets. Mais aujourd'hui, pour vraiment aller droit au but, la gestion des déchets rencontre beaucoup de problèmes. Au niveau des ménages, il faut qu'on puisse faire le tri à la source. Une fois qu'on règle ce problème, je pense que la gestion des déchets va avoir des solutions vraiment
innovantes, mais aussi il y a des problèmes comme l'urbanisation et l'augmentation de la population qui disent augmentation de ils disent augmentation des déchets. Donc il faut des politiques au niveau des collectivités, même si ce n'est pas des compétences dévolues aux collectivités, mais d'avoir des projets initiateurs pour vraiment prendre en compte l'aspect de gestion des déchets. En effet. Et quelle action concrète pourrait être mise en place pour mieux collecter et recycler ces déchets? Moi, je pense qu'avant tout, il faut sensibiliser la population pour qu'ils prennent conscience l'enjeu sur les déchets. Et ensuite, initier au niveau des collectivités et ensuite prendre en compte l'initiative de la société civile. Par exemple, les associations comme CRAC, les volontaires de l'environnement, et que les collectivités doivent les accompagner pour qu'ils mènent des actions concrètes et ensemble pour qu'on prenne en charge la gestion des déchets. Parce que ce n'est pas une affaire de collectivité ni de l'État, mais c'est un ensemble d'activités qui vont permettre de gérer cette situation-là. Et justement, parlons de sensibilisation. Selon vous, comment l'art pourrait être utilisé dans les écoles pour aider les jeunes à mieux comprendre les enjeux liés à la protection de l'environnement? Je pense qu'on peut utiliser cela pour vraiment sensibiliser les jeunes au niveau des écoles à travers d'organiser des forums qui sont axés art et culture, mais aussi vraiment initier les initiatives des artistes musiciens. Parce qu'aujourd'hui, il faut noter qu'au Sénégal ou un peu en Afrique, la musique permet de toucher l'ensemble des couches de la population. Et aujourd'hui, si on met en valeur au niveau des écoles, d'inciter aux jeunes d'utiliser l'art, les dessins, les peintures graphiques au niveau des murs, ça permet de prendre en compte vraiment la sensibilisation, de toucher l'ensemble des jeunes au niveau des écoles. Alors, quelles actions le Club de réflexion et d'action citoyenne, dont vous êtes le secrétaire général, a prévu de faire cette année en termes de sensibilisation et d'actions concrètes pour sensibiliser les populations à la protection de l'environnement? Déjà, il faut noter qu'on a un projet qui s'articule l'initiative École Zéro Déchet. En effet. Oui. Cette initiative-là permet d'octroyer au niveau des écoles des poubelles pour les tri à la source, mais aussi de sensibiliser à travers des outils pédagogiques pour vraiment leur montrer que le changement, ça doit commencer au niveau des jeunes, surtout dans les écoles. À part cette initiative Zéro Déchet, avez-vous d'autres projets allant dans ce sens? Oui, on a des activités comme la collecte des déchets au niveau des plages. Vous savez qu'aujourd'hui, les plages sont réceptacles de déchets plastiques et qui impactent au niveau sanitaire, marin et humain. Maintenant, on a aussi des initiatives comme la balade écologique qui a comme objet pour toucher l'ensemble des populations. On a des zones stratégiques à mettre en place des tournées, des balades, mais aussi en organisant cette balade écologique-là, on sensibilise la population au niveau des marchés, au niveau des autorités coutumières, mais aussi au niveau des jeunes et sportifs. Alors, comment se déroulent ces balades? Est-ce que c'est fait avec des écoliers, des élèves, des entreprises? Oui, cette balade se fait à travers plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est inciter aux jeunes, surtout les sportifs, d'avoir la conscience de ne pas être maintenant par terre, et aussi aller vers les autorités coutumières qui ont une voix vraiment, qui peuvent parler aux autres, pour qu'ils sensibilisent la population, mais aussi à travers s'approcher au niveau de la mairie de Bargny, par exemple, pour les inciter à avoir une politique vraiment qui prend en compte l'aspect environnement, la gestion des déchets, mais aussi d'initier des projets en ce sens-là. Merci, Monsieur Diallo, pour cet éclairage. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec vous cette émission qui touche un peu partout dans le monde et qui a le sens de prendre en compte l'aspect environnement et qui est un fléau vraiment important à prendre en compte.
Oui, la pollution de l'environnement, en effet. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine média.